C'est ça, l'entrepreneuriat. C'est complexe, c'est lourd, mais moi, je pourrais pas faire les choses autrement. Être une maman qui ne met pas sa passion de l'avant, je sais très bien que je serais une maman éteinte. Puis je trouve ça beau quand même que tu intègres tes enfants du mieux que tu peux dans ce projet-là, puis que tu leur montres que quand on a une passion puis qu'on a un projet, c'est important de l'emmener à terme. Catherine Robillard, bonjour. Hey, bonjour, Fallon. Merci tellement de l'invitation. Ça fait tellement plaisir. Un, parce que tu viens de lancer ton livre et j'ai envie de célébrer. Et deux, parce que tu es une femme super importante dans ma vie, personnellement, mais aussi au niveau de l'entrepreneuriat, parce que tu m'as aidé énormément, moi. Et ça ne fait que commencer, notre belle histoire. Mais aussi beaucoup de clientes qu'on a en commun aussi. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu, que fais-tu? J'aime bien me présenter comme une grande passionnée d'entrepreneuriat. Donc oui, Catherine Robillard, mais aussi fondatrice de Bras droit stratégique. J'accompagne les entrepreneurs à concrétiser leurs ambitions. Je travaille beaucoup en planification stratégique, mais aussi en accompagnement. Parce qu'on a beau se faire des beaux plans de match, c'est important d'être accompagné pendant qu'on le met en œuvre. Dans mon parcours, ce que j'ai réalisé, c'est que les entrepreneurs vont pas nécessairement aller au bout de leurs actions parce que personnellement, il y a des choses qui vont être plus demandantes, plus exigeantes. Donc, ce que je dis souvent, c'est que l'entreprise ira jamais aussi loin que l'entrepreneur derrière est prêt à aller. Et c'est là qu'est venue l'idée du livre graduellement. Oui, absolument. Puis ça fait quand même quelques années que tu fais ça. Et avant, il y a toute une histoire qui t'a amené là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé à l'entrepreneuriat et comment a commencé ton début d'aventure en entrepreneuriat? Je pense qu'avec le recul, ça a toujours été un peu là. Tu sais, même très jeune, je jouais pas nécessairement au ballon chasseur et aux élastiques là, dans la cour d'école. Je m'amusais à inventer des commerces. Mais bon, j'étais tout seul dans mon coin. J'avais pas de clients. J'avais pas l'argent. Mais je pense que j'ai toujours eu une petite fibre comme ça entrepreneuriale. Mon premier emploi, c'était pour le père d'une de mes amies qui avait un club vidéo. Puis je trouvais ça donc bien impressionnant de voir comment que lui pouvait diriger son commerce comme il voulait, puis faire plaisir à sa clientèle comme il voulait. Mais je pense que c'est des petites graines qui ont été semées comme ça. Et pour faire une histoire plutôt synthétisée, j'ai eu une opportunité à un moment donné. En fait, j'attendais d'avoir un cumul d'expériences terrain avant de me dire peut-être que je pourrais avoir une entreprise. J'avais l'impression que je devais avoir dirigé déjà une entreprise avant de dire je vais partir la mienne. Alors que je me suis rendu compte sur le terrain qu'à force de cumuler de l'expérience, de l'expertise dans des domaines plus corporatifs, ben, je faisais juste cumuler des frustrations jusqu'au jour où je me suis dit, OK, mais là, je vais y aller, je vais me lancer en entrepreneuriat. Puis bon, la première expérience officielle de ma première entreprise est née en fait d'une étude de marché auquel j'ai répondu pour un centre d'amusement familial avec des services aux familles. Ça m'a tellement interpellée à ce moment-là que je me suis lancée. Et bon, il y a une suite à ça, mais vraiment, c'est comme ça que ça a débuté l'entrepreneuriat pour moi. Ça a été de réaliser que dans le fond, il n'y avait pas de bon moment. Il n'y avait pas nécessairement de pedigree à monter. Je pense que ça part d'une décision. Oui, absolument. Absolument. Moi, j'ai embarqué dans l'entrepreneuriat très naïvement, donc j'ai jamais pris la décision d'être entrepreneur. Je suis rentrée là-dedans, je me suis dit, c'est une bonne idée. Mais voilà, j'ai appris après comment ça fonctionne, cette bébite-là. Mais c'est intéressant que toi, tu avais la perception que tu devais accumuler de l'expérience puis savoir comment avant de lancer ça. Moi, je m'étais jamais posé la question sur qui est propriétaire du centre vidéo, qui est propriétaire de ça. J'avais jamais, ça m'avait jamais traversé l'esprit. C'est très intéressant, la façon de voir les choses différemment. Puis dans ta première entreprise, écoute, c'était pas une petite entreprise là, tu sais, souvent les gens commencent doucement, tranquillement avec une petit travailleur autonome et ensuite ils montent. Toi, tu as bâti quelque chose de gros en partant. Qu'est-ce qui t'a interpellé? Tu as dit j'ai été interpellée dans l'étude de marché. Qu'est-ce qui t'a interpellé puis pourquoi tu as avancé là-dedans? Bien, faut savoir que ça faisait quelques années que je me cherchais dans le milieu du travail, justement. Je butinais dans plein d'emplois. J'avais l'impression que tout m'intéressait. J'avais l'impression que je trouvais pas ma place, que j'étais pas mis force, c'était pas mis à profit nulle part. Je me tannais super vite. Puis j'étais aussi dans une sphère de vie là, plus personnelle, très exigeante. Je venais d'avoir mes enfants. Moi. J'avais, mon premier enfant qui avait quand même des besoins particuliers. Mon deuxième enfant qui a eu des enjeux de santé. J'avais beaucoup de difficultés à me sentir bien, autant dans mon rôle de femme, de mère qu'au travail aussi. Puis j'avais cette envie-là de concrétiser des ambitions puis de concrétiser quelque chose de grand. Donc, quand j'ai répondu à cette fameuse étude de marché-là, c'était pour venir valider le besoin des familles. Et là, moi, j'avais tellement besoin de me sentir bien
dans un endroit public à l'extérieur de chez moi, mais dans un endroit où je pouvais faire en sorte que mes enfants se sentent bien aussi. Donc, tout ça est venu répondre à mon besoin et je voyais dans l'étude de marché aussi que ça répondait aux besoins des gens de la région. Donc, ça a démarré comme ça. Je voulais créer un endroit qui était vraiment accueillant pour les parents. Je voulais favoriser le développement du lien parent-enfant par le jeu parce que c'était quelque chose que je n'arrivais pas à faire dans mon environnement à moi. Je voulais le créer comme ça. Ouais. Puis ça a duré combien de temps, cette aventure-là? 2 ans. Ça a pris un bon 2 ans, en fait, pour monter le plan d'affaires, pour aller chercher les mises de fonds nécessaires. Au début, j'avais une partenaire qui, en cours de route, a décidé finalement de rester peut-être plus dans sa sécurité d'emploi. Je suis toujours bonne amie avec elle, j'y en veux pas, mais ça a aussi fait retarder le départ du projet parce que j'ai dû aller chercher des mises de fonds complémentaires. Donc, j'ai tout pris ce projet-là à ma charge après 2 ans à monter. Puis, suite à l'ouverture, j'ai eu vraiment des belles histoires, des beaux succès, de la belle clientèle. On avait une équipe exceptionnelle. Dans l'équipe de 9 personnes que j'ai bâtie, il y a encore des très bonnes amitiés qui demeurent. C'est des gens qui me donnent encore des nouvelles. C'était vraiment spectaculaire. Puis, ce qui est arrivé quelques mois après l'ouverture du centre, c'est qu'il y a un compétiteur qui est venu s'installer. Il faut comprendre que je suis dans une ville qui pouvait pas accueillir 2 types d'entreprises similaires comme ça. Donc, David contre Goliath, là, moi, j'avais tout mis mes économies dans ce projet-là. Puis, l'autre compagnie, je leur en veux pas non plus, c'est des gens en affaires, mais c'est un projet qui s'était fait sans financement, donc il y avait les reins peut-être un peu plus solides que moi. Donc, ça n'a pas été long, là. Après quelques mois, j'ai vu que dans le fond, ma vache à lait était diluée parce qu'on avait 2 adresses à desservir qui étaient desservies par la région. Donc, je voyais les choses aller, puis j'ai décidé, dans le fond, de fermer avant que ce soit la banque qui ferme. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Puis qu'est-ce que tu as appris de plus grand là-dedans? Tu sais, parce que on n'est jamais à l'abri, là. Je veux dire, toi, maintenant, tu enseignes le plan stratégique et tu nous fais voir, bon, tout ce que moi, j'aime pas faire, là, mais quand même, c'est important d'en prendre conscience. C'est quoi la compétition? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Puis tout ça. À ce moment-là, est-ce que tu l'avais fait avant? Oui. Oui, absolument. Fait qu'il y avait des chances que ça arrive quand même, comme pour n'importe quelle entreprise. Absolument. Et c'est ça l'idée. Parce que il y a des gens, des fois, qui vont rapidement dire, mais comment tu fais pour vendre la planification stratégique alors que toi, tu n'es pas arrivé à maintenir ta première entreprise? Comment tu justifies ça? Alors qu'au contraire, j'étais sur la coche. Ouais. Si on regarde les résultats que j'ai eus dans les premiers mois d'opération, j'étais pile poil sur les prévisions financières. Ça allait vraiment bien. Oui, on avait fait une étude de marché. À ce moment-là, on avait parlé aux maires, aux conseillers, aux promoteurs, investisseurs immobiliers. On avait parlé à tellement de gens depuis des années. Tout le monde est au courant de notre projet qui s'en venait. Personne savait qu'il y en avait un deuxième qui s'en venait aussi. En fait, j'ai fait mes devoirs pour aller valider et la réponse était non. Donc, j'y suis allée. Maintenant, tout le monde est à risque d'avoir un compétiteur qui arrive demain matin. Ben oui. Il y a, à moins de certaines circonstances particulières, là, mais habituellement, c'est que n'importe qui est à risque. Donc, ça fait partie de la game entrepreneuriale et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, je trouve, de planifier stratégiquement parce que quand tu as un compétiteur ou quand tu as un imprévu majeur qui arrive dans ton environnement, il faut que tu puisses prendre ton plan et l'adapter et non pas juste être en mode réactivité de dire « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Où c'est que je m'en vais? » C'est simplement de prendre le plan et de l'adapter. Maintenant, quand j'ai regardé toutes les façons d'adapter mon plan que j'avais à ce moment-là, j'ai mis des choses rapidement en place, mais c'était pas suffisant. Ouais, tellement. Ben, c'est sûr que quand c'est un plus gros que les reins solides, puis tout ça, puis tu sais, je sais pas c'est qui, mais tu sais, s'il y avait beaucoup d'expérience en entrepreneurial, c'est sûr que ça fait une différence là-dedans aussi. Puis ça a été quoi ton plus grand apprentissage là-dedans par rapport à la fermeture? Puis tu sais, je veux dire, il y a eu un deuil après ça, c'est sûr. Il y a 2 volets. C'est sûr que ça a été une expérience extrêmement... mon Dieu, ça a été très chamboulant. Je pense que c'est le meilleur mot. Là. Ça a été très chamboulant. Par contre, avec le recul, c'est déjà pour moi une expérience positive. Oui. C'est ce qui m'a permis de découvrir ma passion pour l'entrepreneuriat. C'est ce qui m'a permis de découvrir que j'avais des aptitudes, des compétences aussi en gestion. Ça m'a permis de découvrir aussi que mes collègues entrepreneurs n'étaient pas nécessairement des gens qui avaient étudié en gestion. J'avais vraiment cette fausse croyance-là que les gens en affaires avaient du bagage en gestion. Et quand j'ai géré cette entreprise-là, donc et que je parlais avec des collègues, je me rendais compte que non. Que c'est la majorité des entrepreneurs partent avec une passion, avec un intérêt, une innovation.
apprennent sur le tas. Oui. Après ça, à coup de dur apprentissage, des fois, à coup de claque au visage et tout. Et c'est venu me chercher parce que je me suis dit, wow, tu sais, même moi qui a donné un maximum, je pourrais dire qu'il a été sur la coche sur beaucoup, beaucoup d'aspects. J'ai été chercher des gens, là, avant la fermeture, j'ai été chercher des gens puis des consultants externes pour leur dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que j'ai pas vu. Et ils m'ont tous dit, tout est là. Tu peux pas rien, tu sais, tout est beau, tout est correct. Ton marketing, ta communication, ta stratégie de prix, tes partenariats, tes collaborateurs, tout est là. Donc, ça a été de réaliser que même quand tu mets toutes les chances de ton bord, tu es à risque quand même. Absolument. Donc là, il y a eu une suite qui m'a amenée à où je suis présentement, mais je pense que les plus gros apprentissages, c'est ça. Ma passion pour l'entrepreneuriat, c'est de l'importance de faire ses devoirs comme entrepreneur parce qu'on est toujours à risque quand même. Oui, absolument. Absolument. Puis c'est curieux quand même que les gens t'aient dit que maintenant tu fais des plans stratégiques alors que ta première entreprise n'a pas fonctionné. Parce qu'en même temps, j'en parlais dans le podcast juste avant toi, tu sais, que la personne a fermé son entreprise, puis les gens qui sont entrepreneurs sont comme, hey, good job parce que tu as fait les bons pas pour aller au prochain niveau. Puis les autres sont comme, oh my God, t'es-tu correct? Tu sais, quelle tragédie. Fait que, je veux dire, dans l'histoire d'un entrepreneur, c'est rare des gens qui ont jamais fermé d'entreprise, qui ont jamais eu de difficultés, qui ont parti ça a bien été. Et, c'est comme ils eurent des enfants et furent heureux toute leur vie, là, tu sais. Fait que pour moi, ça fait partie de la game. Tu sais, j'ai déjà fermé des entreprises avant, puis ça fait partie de la game de ça arrive, tu sais. Puis moi, au contraire de toi, je pense pas que quelqu'un aurait pu dire tout était parfait dans ta planification. Mais je me rappelle, j'ai été une des premières au Canada, clairement la première à Sorel à enseigner le Zumba. J'étais comme, oh my God, ça va être fou, là, je vais être la seule, tu sais. Puis comme la saison après, j'ai vu le plus gros gym de Sorel annoncer des cours de Zumba. Puis je me rappelle pleurer devant le journal, parce qu'à ce moment-là, c'était le journal, tu sais. Puis je pleurais, j'étais comme, ma vie est finie, tu sais. Bon, on recule de quand même il y a longtemps. Puis ça a pas été très long qu'ils ont changé leur cours de Zumba pour le jeudi, la seule journée où je donnais pas de cours. Puis j'étais comme, oh my God, je suis tellement hot qu'il fallait que je change leur journée de cours, tu sais. Fait que bon, des fois, on arrive à s'en sortir quand même, mais effectivement, la planification, elle est très, très importante. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir changer le monde à ta façon, mais des entrepreneurs? Puis, tu sais, ton livre... Ton magnifique livre qui est mais tellement intéressant. T'es en plein lancement, t'as fait la soirée de lancement, j'étais là avec 158 personnes bien précisément. 159, pardon. 159 personnes qui étaient là pour t'encourager puis pour te célébrer parce qu'écrire un livre, c'est pas rien. Qu'est-ce qui t'a emmené à tout ça avant qu'on parle du livre? Qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir faire un impact? T'sais, parce que tu pourrais juste faire des plans stratégiques, aider, t'as-tu pensé à ça, t'as-tu fait ça? Accompagner, mais je veux dire, ta vision est beaucoup plus grande que juste faire du coaching, de l'accompagnement et tout ça. Je pense que ça part quand même de quelque chose d'un peu égoïste, où est-ce que l'entrepreneuriat me fait tellement sentir en vie, me permet d'être en constante évolution, ça m'apporte quotidiennement un gros, gros, gros bonheur. Puis je pense que c'est quand j'ai réalisé, même avec le centre d'amusement, tu sais, des mois et des années, plus tard, je croise encore des gens, des familles, des clients qui me donnent du feedback positif, des souvenirs qu'ils ont eus. Et fait, ça m'avait comme ouvert la porte pour dire, oh, OK, par mes actions, par mes dépassements de moi-même et parce que je peux offrir aux gens, il y a un impact qui se crée, qui peut demeurer. C'est peut-être avec l'âge aussi où est-ce qu'on commence à se questionner sur le legs, qu'est-ce qui va rester après nous. Mon besoin de contribution aussi était déjà là, mais je pense que là, j'ai commencé à voir que je pouvais contribuer. De cette façon-là. Donc, graduellement, suite à la fermeture du centre, j'ai eu un entrepreneur de ma région qui est venu me demander un petit coup de main pour son entreprise à lui. Et bon, l'histoire est racontée un peu dans l'entracte du livre. Je vais passer rapidement, mais j'ai commencé à offrir mes services donc d'accompagnement entrepreneurial aux entrepreneurs et c'est de voir et de percevoir que par ma perspective, mon esprit de synthèse, par mon accompagnement, les entrepreneurs puissent rester dans le bon chemin vers leur vision ou clarifier cette vision-là ou passer à la prochaine étape alors qu'ils avaient peut-être trop de choses sur leur plateau, ils ne savaient pas par quoi commencer. Fait que, bref, par mon apport, l'entrepreneur peut continuer d'évoluer. Et de plus en plus, ce que je constate, c'est que quand je travaille avec des entreprises qui ont un impact au niveau de la société ou au niveau d'une industrie, ben par la bande, c'est très égoïste, encore une fois, mais moi, ça me fait sentir vraiment en vie puis vraiment
mon sentiment d'accomplissement est vraiment nourri parce que j'ai accompagné l'entrepreneur, je peux m'approprier une certaine partie de la réussite aussi de cette entreprise-là. Donc, pour moi, c'est le plus beau métier du monde parce que je m'offre à tous les jours plein d'entreprises dans plein d'industries différentes qui font un impact. Donc, voilà. Ouais, puis je t'encourage parce que c'est de l'égoïsme sain, fait que vive l'égoïsme. Dis-moi, le backstage, ça veut dire quoi pour toi? Oui, le backstage dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est de mettre en lumière ce qui se passe en arrière de la scène entrepreneuriale. Donc, ça fait déjà plus de 5 ans que j'entends des entrepreneurs se confier, pour ne pas dire ventiler ou d'autres termes. On voit malheureusement au Québec, on adore Nicolas Duvernois, mais souvent, on va voir les histoires de réussite de Nicolas Duvernois d'un côté, on va voir les histoires catégorisé comme échec de Juliette et Chocolat ou autre. Mais entre les deux, il y a 50 nuances d'histoire puis d'entrepreneuriat vraiment différentes. Et je trouve qu'on met trop souvent juste le devant de la scène aux yeux du public. Et ce que j'ai voulu mettre en lumière, donc, c'est ce qui se passe en arrière de la scène entrepreneuriale. Les véritables enjeux, les véritables besoins, les véritables questionnements, tout ce qui est nécessaire au niveau de développement personnel aussi que l'entrepreneur doit faire s'il veut rester en affaires. Doit faire étant le mot-clé, absolument. Parce que tu l'as dit tantôt, l'entreprise ira jamais plus loin que nous. Et ce travail-là est important. Tu sais, souvent, les gens sont comme, mais il y a beaucoup de coachs. Est-ce que c'est vraiment important le coaching ou le cheminement personnel ou les retraites, peu importe de quelle façon tu veux le faire. Mais il reste que, pour moi, c'est un must, là. Tu peux pas passer à côté de ça. Puis juste, peut-être dans l'ancien temps, là, que les gens avaient leur usine puis avançaient avec ça puis c'était des boss. Mais je veux dire, en tant que leader, je crois pas qu'on est capable de mener à terme une grande vision sans travailler sur nous. Moi, je crois pas à ça du tout. Puis justement, tu dis, il y a ce que les gens voient, là, les grands succès et tout ça. Puis dans le backstage, qu'est-ce que tu entends le plus de la part des entrepreneurs que quand ils se confient ou qu'ils ventilent ou qui parlent avec toi? Qu'est-ce que tu entends le plus souvent? Ce que j'entends le plus souvent, c'est lourd, c'est compliqué, c'est difficile, c'est complexe. Je sais pas si je suis la bonne personne, je sais pas pourquoi je le fais, je suis qui, moi, pour aspirer à. C'est ça qui résonne le plus. Et une partie du livre aussi dépeint la réalité entrepreneuriale pour dire, ben tous ces sentiments-là sont normaux. C'est ça, l'entrepreneuriat. Exact. C'est complexe, c'est lourd, ça vient avec une charge mentale, ça vient avec une pression, ça vient avec une exigence, un haut niveau d'exigence au niveau aussi de l'énergie que tu dois y mettre. Donc, ne serait-ce que de reconnaître que ça fait partie de la réalité. Parce que l'autre chose que j'entends après ça, c'est au niveau de la confiance puis de l'estime qui se diminue. Parce qu'ils se questionnent à un moment donné, après quelques années en affaires, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Et après ça, quand on leur demande, quand on parle plus de leurs besoins, ce qu'on entend, c'est le temps. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour faire de l'argent, j'ai besoin de temps pour développer des choses, j'ai besoin de temps pour prendre soin de moi, j'ai besoin de temps. Mais en fait, avoir besoin de temps, c'est le symptôme qu'il y a quelque chose d'autre qui n'a pas été répondu. Ouais. Donc, une clarté, un bon plan, une prise de décision, une priorisation, bref. Fait que c'est de tout ça qu'on discute là, dans le livre. Puis, je te pose la question, j'ai déjà dit l'entrepreneuriat, c'est difficile. Puis je répétais ça souvent parce que c'est un livre, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Puis je suis comme, mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. Puis tu m'avais dit, Fallon, arrête de répéter ça. L'entrepreneuriat, c'est pas difficile. Puis là, c'est quelques mots qui ressemblent à ça. Est-ce qu'on est rendu d'accord sur le fait que l'entrepreneuriat, c'est tough ou non? Je me nuance là-dessus parce que se répéter quotidiennement que l'entrepreneuriat, c'est difficile, c'est clairement pas ce qui va être le plus aidant. Oui. Moi, je serais plutôt prête à dire que c'est complexe. J'aime beaucoup dire que c'est complexe plus que c'est difficile parce qu'il y a quand même façon de trouver une aisance dans cette complexité-là. Puis je crois que c'est possible. Moi aussi, je crois que c'est possible, clairement. Mais je trouve ça intéressant. Je t'écoutais parler, puis j'étais comme, peut-être que ça a changé. Mais c'est dans la nuance. Tu vois, moi, je trouve pas ça complexe du tout. Puis ça dépend des entreprises. Là. Je veux dire, j'ai pas une multinationale avec 25 divisions différentes et 4500 employés, mais quand même, je trouve ça tough sur l'humain. Mais je trouve pas ça complexe. Fait que ça doit dépendre des gens, de notre perception, de notre background aussi. Mais je trouve que je dois faire des grands pas
d'évolution personnelle pour aller au prochain niveau tout le temps. Puis j'adore ça. Là. Je suis comme, tu sais, j'en parlais avec mon chum hier. J'étais comme, tu sais, qu'on prend de la perspective. Puis à chaque fois que je dis ce mot-là, je pense à toi. Tu sais, qu'on prend de la perspective. C'est fou tout le cheminement que je dois faire pour emmener les gens avec moi sur leur prochain niveau. Mais moi, je dois y avoir accès avant. Tu sais, fait que c'est quand même très intéressant. Puis dis-moi, écrire un livre, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. J'imagine, j'en ai pas fini un encore, mais il reste que il y a un cheminement personnel derrière écrire tout ça, tu sais, parce que écrire l'ABC de faire un plan d'affaires, un plan de match, un plan stratégique, bon, c'est facile, t'as pas besoin de travailler sur toi pour dire c'est important de valider ça, vérifie ça. Mais quand tu parles aussi de toi, quand tu parles de toutes les histoires autour, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de réflexion derrière ça, puis de réflexion interne aussi. Là-dessus, comment t'as trouvé ça, ton expérience? Difficile. C'est sûr que c'était très exigeant. Premièrement, je pense que je me suis jamais considérée comme une auteure comme telle. Je suis pas quelqu'un qui a de la facilité à écrire. Je suis quelqu'un qui a de la facilité à faire une synthèse de certaines situations complexes. Je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire dans le livre. Par contre, j'ai dû aller chercher de l'aide pour m'aider à écrire. Sortir les choses de ma tête, ça a été assez rapide. Le squelette de quoi je veux parler, dans quel ordre, comment est-ce qu'on va organiser les choses. Ça a bien été. Par contre, c'est ça que ça va vite dans ma tête. Puis habituellement, moi, quand je fais de la lecture, je fais de la lecture rapide. Donc, j'écris comme si quelqu'un ferait de la lecture rapide. Alors, il manque énormément de liens. Il manque énormément d'exemples. Je vais sauter très, très, très rapidement d'un contexte à l'autre parce que pour moi, c'est d'une évidence. Alors que là, j'ai eu besoin d'aide parce que les gens le lisaient et étaient complètement perdus assez rapidement. Donc, ça a été tout un exercice de décortiquer puis d'expliquer. Moi, souvent, je vais passer de A à D rapidement dans la même phrase. Alors là, ça a été prendre le temps d'aller faire la transition vers B, donner un exemple, tranquillement ouvrir vers C, donner un exemple, pour amener graduellement à D. Oui. Donc, ça a pris 2 ans, faire ça. Quand même. Ouais. Quand même. Puis je l'avais dit dans un post pour ton lancement, mais tu sais, souvent j'entends ça. Ah, j'ai commencé à écrire mon livre, tout ça. Puis tu sais, ça me fait la même réaction que quelqu'un. Tu sais, j'ai été propriétaire de gym longtemps. Quelqu'un qui me disait, cette année, c'est la bonne année, je m'inscris au gym, là, tu sais, janvier, je pars en force. Puis je suis comme, we'll see. Tu sais, parce que, ben, puis c'est pas que j'ai pas. C'est pas que j'y crois pas, c'est que j'ai pas vraiment confiance à l'humain quand il est tout seul, parce que les enjeux personnels, l'autosabotage, les croyances limitantes, le manque de temps, puis toutes les autres raisons, excuses et tout le tralala qui peuvent arriver, et la vie qui arrive aussi parfois pour nous tester. Fait qu'en fait, je trouvais ça le fun parce que de tous les gens que j'entends, toi, je prenais des nouvelles, je suis rendue là, j'ai demandé de l'aide à une telle personne, j'ai fait un mastermind pour aider ça, je suis allée chercher ça, j'ai ouvert ça, fait que je trouvais ça le fun de voir ton cheminement. Puis tu sais, je pense pas qu'un livre doit être écrit absolument en 3 mois ou que c'est un meilleur accomplissement si on le fait en 1 an. 2 ans, c'est magnifique, il y en a que ça leur prenne 10 ans faire ça. L'important, c'est le processus à travers tout ça, tu sais. Oui, absolument. C'est sûr que je faisais autre chose. J'avais d'autres priorités pendant ces 2 ans-là. Mais c'était un exercice... je pense que je peux vraiment m'en servir comme exemple. Quand on choisit de mettre quelque chose sur son chemin ou dans son plan, c'est important que ce soit vraiment intimement lié avec... on se connaît, on sait ce qui va vraiment remplir notre sentiment d'accomplissement, on sait pourquoi on fait les choses. Quand on a fait ces questionnements-là, qu'on est capable de mettre tout ça en lumière, puis qu'on arrive à mettre un projet sur notre route, il n'y a rien qui va nous empêcher d'aller l'atteindre. Je pense que les projets qui prennent le bord, c'est souvent des projets qui n'ont pas été mis là pour les bonnes raisons. Moi, ce projet-là, il n'était pas question que je ne l'aboutisse pas. Fait que ça a pris ce que ça a pris. Donc, ça a pris du temps, ça a pris des ressources, ça a pris plus d'argent. Mais il a été accompli. Puis avec l'ouverture du centre d'amusement, le livre, pour moi, ça fait partie des plus beaux accomplissements que j'ai eus dans ma vie. C'est extrêmement nourrissant. Puis j'ai aucun regret, puis j'aurai aucun regret de me dire ah oui, le livre, je l'ai jamais fini. Non, je suis allée au bout de l'histoire, là. Oui. Absolument, absolument. Puis il y a sûrement des sacrifices que tu as dû faire pendant ce temps-là parce que, tu sais, pour nous connaître quand même toutes les deux, tu sais, moi, tu me présentes un projet, je deviens super excitée puis je passe sur un nouveau projet parce que je suis une visionnaire inspirée tout le temps. Puis toi, tu prends le temps d'analyser, tu sais, ça fait-tu du sens? C'est-tu le bon pourquoi? Est-ce que ça rentre dans mon horaire? Bon, t'as une famille, j'ai pas d'enfants, c'est différent, mais quand même, je sais que tu prends le temps d'analyser tout ça.
Et j'imagine qu'il y a eu des sacrifices à faire derrière tout ton horaire parce que tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs, tu es une maman, puis tout ça. Fait que c'est quoi les sacrifices que tu as dû faire pour mettre en priorité, même si c'était pas la seule priorité, mais mettre en priorité ce projet-là? Beaucoup de week-ends. Donc, le projet, je le travaillais souvent les soirs, les fins de semaine. Je suis en garde partagée avec les enfants. Donc, la semaine où j'avais pas les enfants, je ne faisais que prendre tous les espaces-temps que j'avais pour mettre dans le livre. À un moment donné aussi, c'est important. Dans le livre, je fais état de l'importance de prendre soin de soi, d'avoir du temps puis un équilibre de vie. Donc, j'ai dû apprendre aussi à dire comment est-ce que quand on veut prioriser un projet en plus de nos priorités, comment est-ce qu'on se priorise aussi. Oui. Donc, je sais que c'est un enjeu pour plusieurs personnes, donc ça m'a fait un plaisir fou d'analyser le tout. Donc, ça a été d'aller me chercher un entraîneur privé qui, avec des rendez-vous, me donnait ce temps-là. Je prends soin de moi, je prends soin de ma santé, je prends soin de mon énergie, je me donne du temps aussi pour moi. Ça me donnait aussi, évidemment, le plus de focus, plus de concentration parce que je prenais soin de ma santé puis ma santé physique. Donc, ça m'a permis de pouvoir peut-être faire plus, des longues heures. Mais c'est certain aussi que la semaine où j'avais les enfants, il y avait quand même des moments où je leur disais, cet avant-midi, je travaille sur le livre. Mais c'est certain qu'ils étaient au courant. Les enfants savaient, maman travaille sur un livre, ça va être long. Puis là, ils me demandaient quand est-ce le livre? Puis bien souvent, je pouvais pas leur répondre. Quand j'ai commencé à pouvoir leur donner une date, là, c'est devenu excitant. Quand je travaillais sur le livre, là, ça devenait plus comme quelque chose de négatif, mais ça devenait quelque chose d'excitant pour eux. Donc, ça, c'était vraiment génial. Puis, de savoir qu'ils seraient au lancement, puis de savoir qu'ils ont été là, puis qu'ils ont vu tous les gens qui avaient été réunis pour le lancement, c'est sûr que moi, ça vient mettre un petit baume là, sur peut-être toutes ces heures-là ou toutes ces activités-là qu'on n'a pas pu faire. Ouais. Tu réponds à mes questions avant que je les pose, fait que j'apprécie vraiment beaucoup. J'allais parler de ta remise en forme et de tes enfants à ton lancement, mais justement, qu'est-ce que tu penses qu'ils comprennent tes enfants à travers tout ça? Parce que j'entends souvent les femmes dire, mais je veux pas mettre mes enfants de côté, je veux pas sacrifier ma famille. Puis pour moi, qui est pas maman, je trouve pas que c'est sacrifier sa famille, d'accomplir sa mission de vie. Puis je pense pas que c'est une quantité de temps avec les enfants, je pense que c'est une qualité de temps. Puis de leur expliquer le projet, puis de les embarquer parce qu'il était au lancement. Ton fils il était tellement heureux de monter sur le stage, parler dans le micro, ta fille aussi. Qu'est-ce que tu penses qu'ils comprennent, eux, à travers ça, de voir une maman dévouée, engagée et surtout respecter ses engagements? Il y a ce que j'aimerais qu'ils comprennent et après ça, il y a ce qu'ils auront compris dans le temps parce que c'est sûr qu'ils sont encore... mon garçon est encore jeune, ma fille est adolescente, donc c'est certain que moi, ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est que la passion, c'est important dans la vie. Pas tant le métier, mais la passion. Fait que si ta passion est dans les loisirs ou dans le sport, je pense que c'est ça. Moi, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est l'importance de suivre sa passion parce que là-dedans, tu as une énergie inépuisable. Après ça, qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça? Je sais que là, présentement, j'ai entendu, est-ce qu'on leur a déjà posé des questions? Je les ai entendus comme quoi ils étaient fiers. Je les ai entendus dire que c'était beau. Quand il y a quelque chose que tu voulais accomplir, c'était important de travailler fort pour atteindre tes buts. J'ai entendu des réflexions comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va être intégré une fois qu'ils seront adultes? Ça ne m'appartient pas. Mais moi, je ne pourrais pas faire les choses autrement parce que être une maman qui ne met pas sa passion de l'avant, je sais très bien que je serais une maman éteinte. Et même si je serais plus présente peut-être pour faire plus de repas puis organiser plus d'activités, le niveau d'énergie serait pas le même. Puis, je pense pas que ça serait de rendre service. Bien, absolument. On parlait d'égoïsme sain tantôt, puis j'ai la mauvaise habitude d'oublier où est-ce que j'ai pris mes études, mais j'ai lu une étude quelque part et où Tony Robbins l'a dit, mais il disait en fait que sur la qualité de temps qu'une maman passe avec ses enfants, quand c'est une maman qui est alignée sur sa mission, peu importe c'est quoi, là, mais tu sais, de j'ai envie d'aider les entrepreneurs pour toi, j'ai envie de faire une différence, puis tout ça, quand la maman est passionnée puis est vraiment heureuse, même si elle passe peu de temps avec les enfants ressentent tout, tu sais, versus une maman qui décide de sacrifier ses grands rêves de vie pour ses enfants. Tu sais, on entend souvent ça, j'ai tout sacrifié pour mes enfants, puis je serais curieuse de savoir la réponse, tu sais, 18 ans plus tard, sur qu'est-ce que ça l'a fait sur l'enfant de tout sacrifier, puis bon,
limite, c'est honorable, mais je sais pas à quel point tu te rends service et tu leur rends service de montrer que de mettre tous tes rêves de côté, c'est une bonne chose. Fait que j'ai pas d'enfants, je peux pas parler pour les mamans, mais je pense que, je trouve ça beau, puis je suis beaucoup Pink, qui emmène ses enfants en tournée, puis qui est comme, ben moi, c'est ma passion, je vais faire une différence dans le monde, puis ils suivent, puis ils s'adaptent. Ouais. Puis je trouve ça beau quand même que tu intègres tes enfants du mieux que tu peux dans ce projet-là, puis que tu leur montres que quand on a une passion puis qu'on a un projet, c'est important de l'emmener à terme. Oui, absolument. Puis, tu sais, ils ont été là à l'ouverture du centre d'amusement aussi. Puis, les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est eux qui étaient dans le centre puis qui étaient donc bien fiers que c'était à leur maman. Fait que maintenant, j'ai peut-être plus d'endroit physique, mais il y a le livre. Oui, quand même, qui est disponible sur Amazon. Exactement. Bien sûr. Et dis-moi, tu as parlé de santé physique et bravo d'ailleurs, parce que quand on s'est rencontrés, tu prenais pas encore beaucoup soin de ta santé physique. Tu as pris ton entraîneur, à chaque fois que je regarde tes stories, t'es quelque part sur une montagne dans le bois en train de prendre soin de toi, passer du temps en famille. Santé mentale maintenant, je sais que t'es très impliquée dans ce sujet-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer là-dedans puis d'en parler aussi aux gens sur l'importance de prendre soin de sa santé mentale? Oui, absolument. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours été très sensible. Oui, il y a des enjeux de santé mentale dans ma famille. J'ai perdu une sœur aussi par suicide, donc j'ai été sensibilisée très, très jeune à l'importance de se sentir bien dans sa tête, on peut dire ça comme ça. Donc oui, il y a beaucoup de causes qui me touchent. Cette cause-là, je la côtoie quotidiennement parce qu'au niveau des entrepreneurs, quand on parlait, que j'entends souvent les entrepreneurs dans le backstage, veut pas, tu sais, les gens se confient beaucoup, puis les entrepreneurs ont très peu de gens à qui ils peuvent dire qu'ils trouvent ça difficile, qu'ils trouvent ça lourd. Devant les amis, la famille, les employés, les fournisseurs, les partenaires, souvent, ils vont montrer une énergie à tout casser, mais après ça, quand ils se retrouvent tout seuls, ils sont souvent drainés, vides, cherchent à se ressourcer, puis ils ont de la difficulté. Donc, je suis très sensible à ça parce que j'ai malheureusement entendu trop souvent des entrepreneurs lâcher la serviette, soit fermer leur entreprise juste parce qu'ils n'y arrivaient plus, ou juste pas amener leur entreprise là où ils savent qu'ils peuvent l'amener parce qu'ils ont juste trop peur de pas être capables dans tout ce que ça va te demander. Donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve ça tellement important d'en parler. Ça fait partie de, oui, s'entraîner, s'alimenter, bien dormir. Ça fait aussi partie de la game de se demander, OK, comment je vais, moi? De quoi j'ai besoin? C'est pour ça qu'il y a tout un chapitre sur les besoins aussi dans le livre, mais donc l'importance d'être à l'écoute de nos besoins puis d'être capable d'aller chercher de l'aide. Bras droit stratégique, c'est ça. Je suis aux côtés des entrepreneurs, puis je pense que on devrait tout, entrepreneur ou non, être un bras droit pour nous-mêmes, puis pour notre santé mentale, puis c'est ça, prendre le temps de se questionner comment je vais, de quoi j'ai besoin, puis est-ce que je me l'accorde? Oui. Oh mon Dieu, mais est-ce que je me l'accorde? Oui, effectivement, parce que se poser la question de quoi j'ai besoin, puis faire comme j'aurais besoin de temps, mais écoute, je me sens coupable si je fais ça ou je me permets pas de. Fait que est-ce que je me l'accorde? Ouais. Très intéressant. Puis, je me permets de te poser la question. À ma dernière conférence, t'es monté sur le stage et t'as annoncé quelque chose. C'est pas une annonce, en fait. C'est une livraison de vérité que je pense que t'avais jamais dit publiquement. Est-ce que tu me permets d'en parler? Oui, absolument. Merci. Puis je trouve ça important parce que ça m'est jamais arrivé et j'ai personne autour de moi proche avec qui j'ai déjà pu parler de ce sujet-là, mais tu as parlé de ta sœur que tu as perdue avec le suicide et ça t'a déjà traversé l'esprit aussi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu vis? Puis surtout, ton cheminement pour revenir à je me sens vivante maintenant? Oui, c'est sûr que ça remonte à très loin, là, si je peux dire. En fait, c'est dans l'adolescence, je cherchais des exemples inspirants. Parce que je voulais savoir, mon Dieu, mais je serais qui, moi, dans la vie? Je me cherchais énormément, puis je voyais pas d'exemple inspirant. Je comprenais pas pourquoi je me forcerais à faire quoi que ce soit ou à prendre un métier ou à travailler parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. J'avais vraiment eu aucun déclic pour quoi que ce soit. Je me cherchais, je me sentais différente, je me sentais pas bonne dans rien. Donc, il faut dire que quand ma sœur est décédée, ça faisait déjà quelques mois que j'étais en arrêt de travail, que j'étais dépressive, j'avais un surpoids, je voyais du noir, j'avais vraiment pas de but dans la vie. Je vivais quotidiennement, au quotidien, là, au gré des petits bonheurs faciles, là.
Puis j'avais pas de vision sur qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Non, ça allait vraiment pas bien. Et quand ma sœur est décédée, évidemment, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que on était 3 filles à la maison, puis c'est de elle que j'étais le plus proche. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai vécu ces funérailles un peu comme si c'était les miennes, parce que j'avais ces pensées-là de dire, il n'y a rien qui m'intéresse, je vois pas pourquoi je continuerais, donc pourquoi je m'enlèverais pas la vie. Tu sais, je veux dire, c'était la seule chose qui était comme une solution pour moi. Et à vivre ces funérailles un peu comme si c'était les miennes, c'est que je voyais tous ces gens réunis qui étaient impactés, tout ce que ça faisait soulever comme émotion, tous les questionnements, la culpabilité. Puis là, je fais comme, oh mon Dieu, je peux pas faire vivre ça aux gens qui m'entourent. Et ça a été le déclic d'accepter de prendre la médication. Parce que j'avais un médecin qui me suivait à ce moment-là qui voulait que je prenne des antidépresseurs et je voulais pas. Et ça m'a donné quand même une certaine latitude d'énergie qui m'a amenée à être capable de faire des premiers pas. Donc, de sortir de chez moi, chose que je faisais plus ou presque plus, d'aller faire un tour de bloc, 5 minutes. Je faisais 3 marches de 5 minutes par semaine. Ça a commencé par des choses très, très, très petites comme ça. Un suivi en psychologie, suivi avec le médecin, etc. Mais tout ça s'est fait juste à huis clos. Là. C'était moi, le médecin, puis le psychologue. Il n'y avait personne d'autre au courant que je vivais tout ça. Mais ça a commencé comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est ça, le 5 minutes s'est transformé en 20 minutes. À un moment donné, ça s'est transformé en une inscription à un gym qui venait d'ouvrir dans mon secteur à ce moment-là, à Laval. Un des premiers gyms avec une section pour femmes. Là, je me suis donné... Je me souviens que ça a été quelque chose que j'avais préparé pendant des semaines, d'aller faire l'essai de 30 minutes gratuit. Ça m'avait pris des semaines à me préparer, mais j'y étais. J'ai fini par prendre un abonnement. Puis là, les choses se sont enclenchées comme ça. Oups, je gagne un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus en confiance. OK, je vais essayer autre chose. J'ai commencé à mieux m'alimenter. Donc, graduellement, les choses se sont placées comme ça jusqu'à temps que j'aille un peu le déclic intérieur de dire, écoute, là, je vais jouer le jeu de la vie. Je vais tenter ma chance au jeu de la vie parce que là, je vois que quand j'essaie des affaires qui sont supposément bonnes, ils ont été recommandées, ça marche. Ça m'apporte quelque chose de positif. Donc, je me suis lancée comme ça au niveau professionnel aussi, d'aller essayer des nouvelles choses. Et c'est là que j'ai découvert que j'aimais la gestion, que j'avais des intérêts pour comprendre comment l'entreprise dans laquelle je travaillais fonctionne. Et le reste en est suivi, mais c'est ça. Fait que je comprends que les gens qui n'ont pas trouvé leur passion vivent une vie souvent qui est un petit peu plus lourde, puis un petit peu plus difficile, puis un peu plus... on utilise les mêmes mots depuis le début de l'entrevue, mais plus exigeant. Mais moi, je me ramène toujours là, où est-ce qu'à chaque fois que j'ai devant moi peut-être quelque chose qui me semble plus difficile, je me ramène que je le sais que si je décortique en petites étapes puis que je commence par quelque chose de petit à ma portée et que je vais chercher de l'aide pour m'accompagner, je sais que c'est possible à ce moment-là de passer à une autre étape. Puis c'est de faire confiance aussi que quand on passe à une autre étape, on vit des nouvelles émotions qui nous amènent plus d'énergie, etc. Donc, c'était une longue réponse. Merci pour ta longue réponse. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Parce qu'on n'en parle pas assez. Tout le monde qui en parle dit qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Puis même moi, en tant que coach, je suis pas beaucoup sensibilisée à ça. Tu sais, je suis comme, ton entreprise va pas bien, mais tu sais, on prend action, puis on avance, puis tu sais, prends soin de toi, puis tout ça. Mais il reste que moi, ça me traverse pas l'esprit. Tu sais, peut-être que la personne va vraiment pas bien. Fait que je connais pas tant les signaux, puis je suis pas apte à ça. Fait que c'est tellement important d'en parler parce que ça m'a jamais traversé l'esprit, mais je veux dire, si on parle de santé mentale puis un haut taux de suicide quand même, je veux dire, il y en a à qui ça arrive. Puis tu sais, t'as mentionné tantôt, adolescente, je cherchais des modèles d'inspiration. Puis tu sais, des fois, quand on tombe dans le jugement, puis je vais dire parce que moi aussi, ça m'arrive régulièrement, je suis pas assez, dans le jugement, je devrais en faire plus, ou tu sais, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, ou je fais pas assez d'impact. Tu sais, on sait jamais qui nous regarde puis qui a besoin de nous en ce moment, ne serait-ce qu'une seule personne. Tu sais, quand on fait un podcast, un post, un livre, juste parler de notre histoire, c'est tellement inspirant puis c'est tellement important d'en parler, tu sais, puis pas juste des histoires à succès. Puis les histoires à succès sont super inspirantes pour évoluer.
Mais les histoires qui sont tough sont super inspirantes pour faire comme, ben écoute, si tu as été capable, ben moi aussi, je vais m'accrocher à une petite marche de 5 minutes. Puis pour cette semaine, ce sera ça, tu sais. Absolument. Dis-moi, j'entends souvent les gens dire, ah, j'ai un parcours atypique, là. Puis je suis comme, oui, comme tous les entrepreneurs, merci. Mais il y a des parcours atypiques que je crois que tous les entrepreneurs ont passé par un parcours différent de la moyenne des gens, mais il y a des gens qui sont atypiques. Comment est-ce que l'entrepreneuriat répond à leurs besoins? Comment ça se passe, tout ça? Ben, je pense que l'entrepreneuriat, c'est le métier parfait pour les neurodivergents. C'est sûr que la majorité de ma clientèle ont un TDAH, ont un haut potentiel, ont un syndrome d'Asperger. Je pense que ces gens qui sont neurotypiques ont des forces qui ne cadrent pas dans un métier de travail plus que traditionnel. L'entrepreneuriat requiert ce que j'appelle, moi, la pensée arborescente. Donc, la capacité de gérer beaucoup d'idées et de contextes différents en même temps. Et ça répond aux besoins. En fait, à qui sont les gens qui ont... bon, si on prend le TDAH, par exemple, l'entrepreneuriat répond entièrement à la personnalité d'une personne qui a ce trouble-là que j'appelle en fait une force. Mais oui, absolument. S'il vous plaît. Donc, la force du déficit d'attention, si on peut rappeler ça. Mais oui, donc, je pense que c'est... Autant, je pense que l'entrepreneuriat a besoin de ces gens-là, mais je pense que la société devrait comprendre que l'entrepreneuriat, dans le fond, c'est le moteur de changement de la société. Puis que si c'est pas via l'entrepreneuriat, si on est capable de faire une meilleure place, en fait, aux gens qui ont de la neurodivergence dans le milieu du travail, c'est génial, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est tout fait, là. Effectivement, c'est tout bâti pour ces gens-là. Puis qu'on soit neurodivergent ou pas, je veux juste finir là-dessus, super important de comprendre que l'entrepreneuriat, il n'y a pas de modèle comme tel de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Ce qui fonctionne le mieux, c'est quand c'est adapté à la personne. Donc, oui, un plan de match en lien avec les grands rêves de la personne, mais un modèle d'affaires qui est adapté à la personnalité de la personne et des outils de travail adaptés au mode de pensée cérébrale aussi de la personne. Donc, voilà. Mais absolument. Puis je pense que tu es, selon moi, la meilleure personne placée pour aider tous ces gens-là, tu sais, parce que j'ai lu quelque part dans le merveilleux livre Rocket Fuel que tu m'as recommandé, qui a transformé ma vie, de comprendre qu'il y a des visionnaires et des intégrateurs et de pas laisser un visionnaire en liberté trop longtemps parce que ça finit toujours mal. Mais il reste que, tu sais, il disait que 98%, je pense, des visionnaires sont TDA. Puis je suis comme, ah, OK, bon, ça fait du sens, tu sais. Moi, je trouve ça triste quand j'entends des visionnaires dire non, mais tu sais, si quelqu'un pouvait me montrer à juste cadrer mes idées pour, tu sais, avoir juste une idée à la fois puis rester concentré, puis comme, mais c'est notre plus grande force d'avoir plein d'idées, comme tu veux pas mettre une étoile dans un carré, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi où est-ce que je pense que la société elle est faite pour former des travailleurs. Elle est pas faite pour les entrepreneurs. Puis éventuellement, avec toutes ces grandes personnes, ces grands entrepreneurs, il va y avoir du changement qui évolue de plus en plus. Mais je pense que les jeunes vont finir par voir que, tu sais, si tu cadres pas bien à l'école, peut-être qu'il y a autre chose. Puis l'entrepreneuriat, c'est ce que je trouve le fun parce que c'est pas réglementé d'obligation, je vais dire, qu'on est obligé de marcher comme tout le monde. On a le droit de marcher de l'autre côté de la traque complètement et c'est souvent là qu'on arrive à créer les plus grandes choses, tu sais. Fait que les entrepreneurs, c'est vrai que c'est eux qui changent le monde. Fait que moi, j'encourage ça tout le temps. Puis éventuellement, à l'école où les plus jeunes, tu sais, ça va être encouragé quand quelqu'un va dire, moi, un jour, je vais avoir un grand restaurant, tu sais, au lieu de faire dire, ben non, on va te trouver une bonne job avec un bon fonds de pension. Puis c'est correct. Mais en même temps, peut-être que ça va être encouragé un jour sur, hey, je crois en toi, puis on va aller manger dans ton restaurant, puis ça va être bon, tu sais. Ouais. Fait que pour pouvoir réinventer le monde aussi. Oui, absolument. Puis le travailleur qui n'y arrive pas parce que justement, il y a beaucoup d'intérêt puis qui n'arrête pas de changer d'emploi, bien, j'espère qu'on va pouvoir lui offrir la possibilité de l'entrepreneuriat de façon beaucoup plus instinctive et que ces gens-là vont se permettre aussi d'y aller. J'entends vraiment beaucoup de gens qui ont des hauts potentiels, mais en fait, des potentiels incroyables et qui n'osent pas continuer ou qui n'osent pas avancer plus loin en entrepreneuriat parce que pour eux, ça devient extrêmement difficile de se faire comprendre puis de se faire soutenir parce qu'ils sont différents. Oui. Alors que je trouve que c'est effectivement, on devrait tellement les aider, les appuyer davantage parce que c'est eux qui peuvent nous amener plus loin.
Ben oui. Mais tu vois, j'étais partie avec cette idée-là. J'ai fini sur une autre phrase, justement. Mais j'étais en train de dire que t'es tellement bien placé parce que comme tu connais ça, c'est tellement... Tu sais, moi, des plans stratégiques, j'en avais fait avant de te rencontrer. Puis j'étais comme, pour vrai, moi, tout cadré dans des cases puis essayer de comprendre, ça fonctionne pas avec moi, tu sais. Puis je me rappelle qu'on en avait parlé, tu m'as posé des questions qui fitaient avec qui je suis et non pas avec qui je devrais être en tant qu'entrepreneur parce que je ne suis pas une bonne gestionnaire. J'aime pas la gestion, je suis pas excellente là-dedans, mais j'ai des super bonnes idées puis j'ai plein d'autres belles forces. Fait que, en fait, je pense que t'as la force de cadrer les gens dans un plan stratégique adapté à eux, avec une vision adaptée à eux, sans les cadrer dans une case qu'ils sont censés être. C'est juste, t'es qui, toi? Comment est-ce qu'on peut utiliser ton haut potentiel ou comment est-ce qu'on peut utiliser ta différence ou juste ta façon d'être visionnaire et tout ça? Oui, puis je vais reprendre ton image de l'étoile dans le carré. Je vais pas cadrer des gens. Oui. Mais je vais pas mettre d'étoile dans le carré. Par contre, cette étoile-là, pour pas qu'elle devienne une étoile filante qui fasse juste passer puis qu'on la voit plus revenir, c'est qu'avec l'entrepreneur, on va mettre certaines balises. Donc, c'est pas un encadrement ou un emboîtage. On va mettre certaines balises qui lui convient pour que son étoile puisse quand même se promener au gré de ses intuitions, mais avec certaines balises déjà délimitées pour que ça puisse s'élever aussi, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont malheureusement, le revers de cette force de beaucoup de belles idées, mais c'est parce que les idées partent à droite, partent à gauche, fait qu'il n'y a rien qui se bâtit. Et ça fait des étoiles filantes, effectivement. Ouais. Absolument. Merci, Catherine. On termine avec les cartes de Ubu qui ont tout le temps des questions intéressantes. Alors, je t'invite à en piger une. Yes. Et à nous la lire. Alors, qu'est-ce que vous n'avez jamais osé faire et que vous pourriez commencer maintenant? Oh, on aime ça. Mais ça. Je suis une entrepreneur, donc il y aurait beaucoup de réponses. Ça serait d'assumer que j'ai envie d'aider ces entrepreneurs-là qui sont plus atypiques, ces entrepreneurs-là qui veulent changer le monde. Pour moi, aider des entrepreneurs qui veulent changer le monde, c'était une phrase tellement grande puis tellement utopique. Mais je pense que je vais dès maintenant l'utiliser davantage parce que c'est ce qui me fait le plus vibrer, ce qui comble mon sentiment d'accomplissement le plus. Je suis curieuse. Qu'est-ce qui t'a empêché d'oser ou qui t'a ralenti ou qui t'a fait hésiter? Je suis qui, moi, pour aspirer à ça? Mais qui n'es-tu pour ne pas le faire? Qui d'autre que toi? Merci beaucoup, Catherine. Alors, en terminant, ce merveilleux livre, Le Backstage de l'entrepreneuriat, on retrouve ça sur Amazon. Oui. Et ce n'est pas juste un livre, il y a plein d'autres choses. Oui, exactement. Donc, j'ai voulu créer un ensemble d'outils pour aider les entrepreneurs qui sont en train de lire le livre. En fait, il a été bâti comme un guide pratique. Fait que donc, c'est pas un livre on va lire les 344 pages d'un bout à l'autre. J'invite vraiment les entrepreneurs à aller voir la table des matières, d'aller sélectionner qu'est-ce qui les interpelle, qu'est-ce qui est le plus prenant pour eux présentement. Et j'ai synthétisé en 3-4 pages à peu près par sujet. Voici pourquoi vous vous sentez comme ça. Voici pourquoi vous avez ce besoin-là. Voici les actions à mettre en place pour pouvoir passer à une prochaine étape. Donc, c'est pas un livre qu'on peut passer à travers de A à Z et que ce soit terminé au bout de la ligne, plus rien à travailler. Ça revient toujours en boucle. Donc, j'ai fait un cahier de travail, un workbook en bon français. Il y a des outils gratuits aussi qui sont disponibles sur le backstage.ca. Je fais également des rencontres pour toutes les gens qui sont en train de lire le livre, autant en présentiel qu'en virtuel. Donc, on fait des petits groupes. On se rassemble pour discuter justement de ce qu'on est en train de traverser, de mettre en place, parce que l'aventure entrepreneuriale est un chemin qu'on peut tracer par soi-même, mais on peut assurément pas le traverser seul. Selon moi, ça prend absolument des gens autour de soi. Dans le livre, je parle d'une garde rapprochée, puis je parle d'un écosystème. Donc, pour moi, les deux sont importants. Donc, le livre, je voudrais qu'il fasse office un peu de guide pratique, donc d'une garde rapprochée pour l'entrepreneur, mais j'ai créé l'écosystème aussi avec les groupes, les rencontres backstage, finalement.
Absolument. Puis je sais pas à quel moment on nous a dit soit indépendante, mais je pense que l'interdépendance avec les gens autour de nous pour co-créer puis pour s'entraider est tellement importante. Puis merci de mettre ça de l'avant avec le réseautage, avec l'importance de connecter. Puis je pense que tu es une des meilleures pour connecter les gens ensemble. Tu as un talent fou. Merci énormément, Catherine, d'être dans ma vie. Merci d'avoir écrit ce guide-là qui est exceptionnel, que j'ai pas fini de lire parce qu'il y a du stock en tabarouette là-dedans, mais vraiment très intéressant. Je vous le recommande personnellement. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Fallon. Alors, j'ai vraiment adoré encore cet échange avec Catherine. J'aime toujours l'entendre parler, Catherine. C'est tellement profond et pertinent qu'est-ce qu'elle amène. Puis, j'ai d'ailleurs beaucoup aimé qu'elle amène, oui, l'aspect de se poser la question de qu'est-ce qu'on a besoin. Et on fait beaucoup en coaching aussi avec nos clients, bien sûr. C'est de quoi tu as besoin, qu'est-ce que ça te prend. Mais très souvent, en effet, on voit pas les gens nécessairement se mettre en action sur comment je peux après aller répondre à ces besoins-là. Puis justement, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, en fait, sur de quoi j'ai besoin? Cette étape-là, on l'a remplie. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne s'accordent pas nécessairement ce qu'ils ont besoin? Parce qu'ils s'aiment pas assez. C'est tout. C'est tout. Mais mettons qu'on le décortique. Oui, c'est ça. En fait, la réponse est parce que je ne m'aime pas assez et ça va derrière. Tu sais, c'est pas juste ça, là. J'ai l'impression, surtout pour les femmes entrepreneurs, il y a comme un... Tu sais, c'est comme si les mamans, quand ils accouchent, ça vient avec la culpabilité automatique. Tu sais, ils se sentent coupables parce qu'ils prennent pas assez de temps avec les enfants. Ils se sentent coupables parce que pendant la pandémie, ils n'ont pas appris à faire du pain avec leurs enfants. Tu sais, il y a tous ces trucs-là de la société, des réseaux sociaux. Je suis pas assez mince, je suis pas assez belle, je suis pas assez musclée, je prends pas assez de temps, je suis pas assez sexy pour mon chum, je suis pas assez ça. Fait que, tu sais, où je suis trop. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de standards sociaux. Pour les hommes aussi, mais pour la femme, il y en a encore beaucoup, là, tu sais. L'autre fois, je disais à mon chum, tu sais, le ménage est pas fait, tout ça, les gens vont penser que je suis pas une bonne femme. Puis comme personne pense ça. Je suis comme, ben, les femmes, tu sais, ta mère, ta belle-sœur, ta belle-mère, ils ont tous ce standard-là. Tu sais, la femme devrait être celle qui fait le ménage, puis tout ça. Fait que, je veux dire, tu sais, plus la société évolue, moins c'est comme ça parce que les hommes nous aident beaucoup, mais il reste que dans nos racines, c'est comme s'il y a beaucoup de charges sur la femme. Fait que ça vient avec énormément de responsabilités. Puis il y a notre responsabilité aussi sur est-ce que moi j'adhère à ça, sur je devrais me sentir coupable sur tout, ou j'ai envie de faire différent puis de m'aimer assez pour faire ben moi ce que j'ai besoin, c'est de prendre du temps 3 fois par semaine pour aller m'entraîner. J'ai des enfants, j'ai un horaire chargé, j'ai plein d'employés à ma charge maintenant. Comment est-ce que je me choisis puis je m'aime assez pour mettre ça à mon horaire? Pour comprendre que quand je prends du temps, exemple, pour aller m'entraîner ou pour faire mes lunchs ou quelque chose comme ça, j'ai une meilleure qualité de temps après parce que je suis plus focus, j'ai plus d'énergie, je suis plus alignée ou peu importe. Fait que je pense que on est tous différents, mais c'est d'aller prendre les bonnes décisions pour nous et de les mettre en action. Fait que, je veux dire, il y a plein de choses là-dedans. Il y a la peur, il y a la procrastination, mais je pense que ça part toujours la raison pour laquelle les gens disent j'aurais besoin de ça, mais je le fais pas. J'aurais besoin de passer plus de temps en couple, mais on finit tout le temps par passer en dernier après la famille ou tout ça. Je pense que c'est quoi mes priorités. Puis en priorité, est-ce que je suis au top de ma liste? Ensuite, tout ce qui vient après. Mais tu sais, dans le visuel, tu sais, des roches dans un bocal, on met les grosses roches en premier, ensuite les petites, puis ensuite il y a de la place pour la garnotte, pour mettre de l'eau, du sable, tout ça. Mais si on commence par tout le reste, ben quand tu essaies de mettre ta grosse roche de moi ou de mon couple ou de ma famille, mais il y en a plus de temps, tu sais, il y en a plus de place. Fait que ça part à est-ce que je m'aime assez pour me mettre en priorité. Qui est l'égoïsme sain dont on a parlé. Totalement. Puis là-dedans, il y a aussi toute la part de, justement, arriver à vivre de sa passion. Tu sais, Catherine en a parlé de qu'est-ce qui me passionne par rapport à ses enfants aussi, qu'elle a envie que ce soit ça qu'ils voient d'elle, puis qu'ils retiennent aussi de tout le cheminement puis tout le processus qu'elle vit en ce moment avec le livre, mais qu'elle a vécu aussi avec le centre d'amusement. Et combien de gens ne se permettent pas nécessairement d'aller vers leur zone de magie? Peut-être parce qu'ils la connaissent pas. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'on n'arrive pas nécessairement à accéder à cette fameuse zone de magie, cette zone d'excellence, cette zone de puissance, peu importe comment on peut l'appeler, mais cette zone où on est passionné et on rend service aux gens autour de nous aussi en même temps.
Ben, tu sais, je pense que d'apprendre à se connaître puis d'aller explorer, tu sais, Catherine l'a dit, j'ai butiné un peu pour aller connaître qu'est-ce que j'aime, qui je suis, tout ça. Moi, j'ai fait un peu la même chose. Je suis tombée dans l'entrepreneuriat à 18 ans, j'ai rien demandé. Mais je suis arrivée là, finalement, j'ai découvert, tu sais, j'ai acheté un gym à 18 ans. Fait que j'ai découvert après ça la passion pour le Zumba, puis la passion, ben, d'avoir une équipe, le leadership, avoir des foules devant moi, puis l'énergie. Puis, tu sais, je me suis découvert à travers tout ça. Fait que je pense que quand on avance dans la vie, quand on choisit d'évoluer, parce que le changement, on n'a pas vraiment le choix de le subir, mais l'évolution, c'est nous qui choisissons. Fait que, tu sais, de choisir d'aller en formation, de prendre des risques, tu sais, dans mon histoire où est-ce que ma coach m'avait appelé, j'étais pas satisfaite du voyage que je venais de faire, puis elle m'a dit, écoute, j'ai une opportunité de partir dans 4 jours à Los Angeles, aller faire une formation exceptionnelle, puis j'étais comme, ben voyons, c'est pas possible de voyager 2 fois dans la même semaine, puis tout ça. Puis j'avais pas l'argent à ce moment-là, puis j'ai pris le risque financier d'y aller pour aller faire une formation qui allait élever qui je suis, mais aussi mes compétences pour mieux vendre, mieux négocier tout ça. Et je pense que c'est en prenant des risques, en allant voir qui est-ce que je suis vraiment, puis en prenant le risque de peut-être tomber, tu sais, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, tu sais. Puis souvent, j'entends... Tu vas te construire un avion en descendant, tu sais, saute en bas de la falaise, tu te construiras un avion, c'est vrai. Puis des fois, c'est correct d'aller explorer, tu sais, sont où mes pièces d'avion avant de te sacrer en bas de la falaise, tu sais, c'est toujours utile parce qu'on est tous différents. Fait que comment est-ce qu'on fait pour accéder à cette zone-là? Ben, premièrement, apprendre à se connaître pour découvrir sa passion. Tu sais, j'ai déjà écouté une vidéo qui disait, ben, je pense pas qu'on a besoin d'être passionné ou d'avoir une passion pour être entrepreneur. Je suis comme, ben, moi, si j'étais pas passionnée de ce que je fais, je vois vraiment pas comment je pourrais passer par-dessus tous ces défis-là puis avoir envie de faire tout ça. Tu sais, je comprends pas. Fait que, mais je suis une passionnée. J'ai pas une passion, par contre. Je suis pas passionnée de hockey ou passionnée de telle affaire. Je suis passionnée de la vie. Fait que, bon, il y a plein de choses qui me passionnent. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour accéder à la zone de magie une fois qu'on a trouvé une passion ou quelque chose qui est une mission de vie, une grande vision? Ça évolue. Ça, c'est une chose importante. Là, des fois, les gens sont comme, mais là, tu sais, si je choisis ça, ça évolue. Ça va, là. Moi, ma vision, c'était d'avoir 10 gyms. J'ai arrêté à 3. Là. Moi, la gestion, j'en pouvais plus. Tu sais, une chance que t'étais là parce que pour vrai, je serais morte. Mais il reste que, je veux dire, je pense que ça évolue. Bon, ça, c'est une chose. Et pour aller à la zone de magie, la zone de génie, ben, il y a des peurs qu'il faut traverser. Il y a le plafond de verre, qui est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que ce soit trop de travail, trop d'ouvrage, la peur de trop briller quand les gens nous regardent, on n'est pas habitué d'avoir autant de regards sur nous, tout ça. Fait que la peur de trop briller ou la peur de perdre ou de se faire voler. Fait que, tu sais, à partir du moment où tu as du succès, tout d'un coup, tu retombes ou tout d'un coup, tu te fais prendre par un associé ou quelque chose comme ça. Fait qu'il y a des peurs à traverser, puis ben, ça revient toujours à apprendre à s'aimer. Est-ce que je m'aime assez pour savoir que même si jamais j'arrive au top, puis que toutes ces peurs-là sont probablement fausses, mais mettons que rendu là, c'est tough pour vrai, puis c'est vrai que j'en ai trop, puis c'est vrai que je brille trop, puis c'est vrai que ça dérange, est-ce que je vais m'aimer assez pour prendre un pas de recul pour aller faire de quoi j'ai vraiment besoin? Fait que ça revient toujours à l'amour de soi, mais il y a un cheminement, puis tu sais, Catherine l'a dit, l'importance de bien s'entourer, tu sais, des masterminds, des soirées d'affaires. Puis tu sais, je parle pas de réseautage, de pitchage de cartes d'affaires, tout ça, de gens. Puis des fois, c'est important, là, mais tu sais, de vrais gens que tu peux être vulnérable puis dire, là, c'est tough en tabarnak. Tu sais, toi, t'as déjà vécu ça? Qu'est-ce que t'as fait? Tu connais-tu quelqu'un qui a passé par là, qui pourrait m'aider? Tu sais, puis c'est pas juste d'aller prendre des consultants tout le temps. C'est parfois de juste jaser avec d'autres entrepreneurs de ce qu'on vit parce qu'effectivement, tu sais, Catherine l'a dit, c'est pas toujours facile. Faut être fort devant tout le monde. Puis c'est dur de dire à tout le monde, je manque d'énergie, je suis fatiguée, j'ai envie d'abandonner. Tu sais, je veux dire, ton équipe va avoir peur. Les fournisseurs vont dire, voyons, on va-tu encore être payé? Fait que, tu sais, faut quand même, tu sais, faut être vulnérable, mais quand même, c'est vrai qu'on peut pas être 100% toujours vulnérable avec tout le monde. En tant qu'entrepreneur, ben, il faut démontrer que même quand tout va mal, tu sais, c'est nous le fort, puis on continue d'avancer, puis voilà. Fait que, mais ça revient toujours à est-ce que je m'aime assez pour prendre soin de moi? Pour moi, prendre soin de moi et ensuite être capable de prendre soin des autres, puis ensuite passer par-dessus les défis pour me rendre à ma zone de magie. C'est si sage. Merci. Merci.